What are you? I mean, what do you do? Un ours et une souris, ça va pas, enfin c'est pas... C'est pas quoi? C'est pas convenable, ça se fait pas? Les ours en haut et les souris en bas, c'est ça? Eh ben oui, depuis toujours c'est comme ça, voilà. Mais comment tu fais pour être aussi con, bordel? Je me vois mal parler de mon âme avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis critique à Objectif 32. Critique de quoi? Du cinéma. Ah bon? Et votre objectif, c'est d'avoir 32 lecteurs? Espèce de hippie de merde. À qui la faute, monsieur le commissaire? Hein? Moi, je roulais tranquillement, doucement, à ma droite. Et c'est monsieur qui brûle un stop et qui m'emplâtre. Écoutez tous, ou bien vous arrêtez vos micmacs, ou bien je sors les dossiers tout de suite. L'Infini Détail, le podcast, nouvel épisode et nouvel acolyte, puisque j'accueille aujourd'hui mon camarade François Barbanchon. Salut François. Salut Guillaume, est-ce que ça va? On va commencer par ça, oui, merci. Ouais, ça va quand super même. Bien. Les bonnes manières. Oui, toujours. Je suis ravi de t'accueillir. La dernière fois qu'on a parlé de cinéma ensemble, c'est toi qui m'avais invité. C'était pour présenter une séance de Tabou de Miguel Gomez avec l'association dont tu fais partie, Écran Partagé. C'est ça, oui, Écran Partagé qui est une association de médiation, d'éducation à l'image de manière générale. On exploite le court-métrage avec notre public jeune, mais aussi avec des séances organisées avec des réalisateurs semi-pro de la région Occitanie. Mais on sert aussi du long-métrage pour nos ciné-clubs, qu'on a appelés les ciné-goûtés, puisqu'on vous offre toujours une petite bière ou une part de gâteau. Donc voilà, dans une ambiance très conviviale, avec toujours en fin de séance un temps d'analyse, de débat sur les films. Et la dernière fois qu'on a parlé cinéma, c'était donc pour un de ces ciné-goûtés avec Tabou. On avait évoqué ce film portugais et aujourd'hui, ma foi, on n'a pas déménagé très loin vu qu'on va discuter de Balada Triste de Alex de la Iglesia, film sorti en 2011 qui nous raconte une rivalité amoureuse terrible entre deux clowns, Javier et Sergio, dans les années 70. Avant d'en arriver à cette trame, Balada Triste nous raconte brièvement l'enfance de son héros, Javier, en particulier l'épisode où il a perdu son père pendant la guerre civile espagnole, guerre qui a fait rage entre, rappelons-le, juillet 1936 et avril 1939. Le père de Javier, qui était clown de profession, a fait jurer à son jeune fils de le venger. Bien plus tard, l'enfant devenu adulte travaille à son tour comme clown dans un cirque et tombe amoureux d'une acrobate, Natalia, malheureusement en couple avec le patron du cirque, Sergio, un homme aussi autoritaire et viril que Javier se montre timide et naïf. De cette rencontre va donc naître une terrible rivalité entre les deux clowns. ¿Los niños se ríen contigo? No. Es que yo soy el payaso triste, yo no hago gracia. Hola. ¡Ey! Bienvenido al circo, chaval. Yo digo lo que tiene gracia. Yo soy el payaso. ¡Yo! ¿Te parece la muerte un chiste? C'est un film que tu avais toi aussi découvert à sa sortie, François, je me souviens pas. Pas tout à fait. J'en ai entendu parler un petit peu après, 1 ou 2 ans après, je pense. C'était dans le début de ma carrière universitaire, en première ou deuxième année de licence. C'était un film qui avait fait grand bruit auprès de mes camarades. Donc du coup, j'étais un peu tombé dedans par hasard sous les conseils de mes amis. Très bon conseil. Oui. Mais après, j'étais retombé dans Alex de la Iglesia quand j'ai dû présenter un de ses films, son premier film d'ailleurs, Action Mutante, que j'avais présenté au Cinémed, il y a 2 ans. C'est un film dont on parlera un petit peu en filigrane pendant le podcast. Bien sûr. Alors, c'est un film, Balada Triste, qui se déroule pour l'essentiel en 1973, 2 ans avant la fin du régime franquiste. Alors, petite précision, sous Franco, l'activité cinématographique était gérée par 2 organismes censeurs, à savoir la Commission de Censura Cinematográfica et la Junta Superior de Censura Cinematográfica, des organismes gérés par l'armée et l'Église. Ce sont 2 organismes que j'avais déjà abordés dans un autre podcast de l'Infini Détail consacré à Guillermo del Toro et que vous pouvez retrouver très facilement sur notre chaîne, mais je tenais à rappeler ça car ce sont des éléments qui font pleinement écho avec la thématique de Balada Triste. Alors autant vous dire qu'un film du coup aussi libre de ton que Balada Triste n'aurait jamais pu voir le jour à l'époque où il se déroule, et c'est aussi ce qui en fait un peu le prix aujourd'hui. Moi c'est un film que j'ai vu au cinéma à l'époque en 2011, ça m'avait surpris, ému, mais il m'avait laissé une impression assez bizarre, contrairement à d'autres films de Alex de la Iglesia. Par exemple, le cinéaste avait signé un film qui est malheureusement peu connu,
sorti en 99, Mort de rire, et qui est lui centré sur la relation d'un duo de comiques adorés par toute l'Espagne, mais qui, entre eux, se détestent. Ce film-là, tu sais exactement pourquoi tu ris et à quel moment. Idem avec Le Crime Farpé en 2005, qui lui illustrait une histoire de chantage sexuel dans un grand magasin. C'est un film absolument génial, mais tu cernes sans trop de difficultés ce qui t'a plu là-dedans. Balade attristée, en comparaison, j'ai su de suite que j'avais beaucoup aimé. Néanmoins, je ne savais pas quoi en penser, et encore aujourd'hui, il me file encore un peu entre les doigts. Or, François, c'est en parlant avec toi d'une notion, ou plutôt d'un concept, que j'ai enfin eu un début de réponse. Et ce concept, c'est le triangle de Karpman. Oui, en effet, le triangle de Karpman, c'est un concept de psychologie sociale, mais qui fonctionne aussi très bien pour la narration. Donc c'est un triangle relationnel. On a 3 types de personnages, d'archétypes, qui vont être placés. On a la victime, le sauveur et le persécuteur. Donc les rôles sont assez clairs, je pense. La victime tend toujours à garder cette position-là de victime, surtout pour avoir un sauveur, et ce qui va donc mettre en place forcément un persécuteur aussi, qui est tout aussi nécessaire aux yeux de la victime. Le sauveur, lui, il a plus tendance à faire passer ses émotions et ses besoins après ceux de la victime, mais à un tel point qu'il va penser, d'une certaine façon, à la place des autres. Le persécuteur, lui, est plus une forme d'oppression, de colère. Voilà, il se sent supérieur, il a besoin de se sentir supérieur, et donc il va négliger les besoins et les sentiments des autres. Et en fonction de leurs croyances respectives, donc ces 3 personnages se disent des choses différentes. C'est ça. La façon de penser de la victime se rapproche d'une certaine façon d'un « je n'y arriverai pas, je ne peux pas le faire ». Le sauveur, lui, se dit « je sais ce qui est bon et je vais donc intervenir pour ça ». Et le persécuteur se dit « mes besoins priment avant ceux des autres ». Et la problématique dans tout ça, c'est de savoir si sauveur, victime et persécuteur vont se résigner ou se résumer à leurs fonctions. Exactement. Tout l'enjeu pour ces rôles-là, pour ces personnages-là qui vont assumer ce rôle, c'est de pouvoir ou non sortir de ce triangle, puisqu'il n'est pas sain. La victime n'est pas elle-même, le sauveur oublie ses émotions, et le persécuteur persécute. Donc on voit bien que le triangle relationnel n'est pas sain, et que donc tout l'enjeu va être d'en sortir, de briser un peu le cercle de la violence. Donc dans la vraie vie, en psychologie sociale, je trouve que c'est un concept qui est un petit peu limité. Voilà, c'est mettre des étiquettes sur les gens. Mais par contre, dans la narration, dans une fiction, ça marche tout de suite beaucoup mieux parce qu'on a des personnages fonctions. Ce sont des personnages qui se résument bien souvent à leurs problématiques. Et donc ça fonctionne très très bien. Donc on a... je pense que tout le monde l'avait saisi, mais on va le rappeler quand même. Le duo du sauveur et du persécuteur sont donc bien sûr les 2 clowns. Javier et Sergio. Javier et Sergio. La victime, elle, c'est Natalia, l'acrobate, qui donc se retrouve en plein milieu. On peut peut-être illustrer un petit peu ce propos-là dans le film. C'est même nécessaire. Donc, pour comprendre comment Balade attristée va intégrer ou non ce triangle à sa narration, donc tu avais du moins 3 exemples en tête. Le premier, tu me parlais de la scène de la fête foraine. C'est une scène clé du film. C'est le moment où le persécuteur, donc Sergio, le méchant clown, tombe sur Javier en train de draguer sa copine Natalia. Donc ils sont en train de manger des barbes à papa dans une fête foraine. C'est ça. Et sa colère va se déchaîner sur lui vu qu'il va le tabasser d'une manière assez spectaculaire avec ces espèces de marteaux gigantesques dont se servent les personnes à la fête foraine pour prouver leur force et faire atteindre... Oui, complètement. D'ailleurs, il y a un aspect comique, hein, rien qu'à voir la taille du marteau dont il se sert, c'est déjà... C'est du Looney Tunes. Voilà, c'est très Looney Tunes, exactement. Et du coup, oui, c'est un moment qui pose très clairement le schéma entre les 3. Le persécuteur est dans la jalousie, l'impulsivité. Le sauveur essaye de s'interposer, mais lui est beaucoup trop naïf et trop faible pour intervenir vraiment et changer quoi que ce soit. Et la victime est décomposée face à la violence qui se déchaîne sur son sauveur. Et juste après cette scène, Javier, qui est blessé par les coups, est à l'hôpital. Il reçoit la visite de Natalia, qui annonce aux héros qu'ils doivent cesser de se voir. C'est ça. Et à l'écoute de l'élu de son cœur, Javier lui demande « Fais-tu ça pour moi
ou pour lui. Donc il passe du statut, pendant un temps il est victime, il le récupère très vite en fait son statut de... Oui, c'est intéressant, c'est une espèce de première inversion, c'est la première fois qu'on voit ça je pense dans le récit. Parce qu'à ce moment-là, Javier est littéralement une victime. Il est sur un lit d'hôpital, blessé, les côtes fissurées ou je sais pas quoi. Donc il est très littéralement en position de victime. Alors que Natalia vient le voir et vient assumer, entre guillemets, le rôle de sauveur. Et là où il y aurait pu avoir un échappatoire, où Javier aurait pu dire, oui, effectivement, on peut pas rester ensemble, et il aurait pu donc s'échapper de ce truc-là. Non, il fait exactement l'inverse. Il remet Natalia en position de victime, en lui posant donc cette fameuse question de tu fais ça pour moi, tu fais ça pour lui, et donc sous-entendu, moi je sais ce qui est bon, et là tu n'es pas en train de prendre la bonne décision, et c'est moi qui vais la prendre pour toi. Absolument, et tout ça nous mène à une scène beaucoup plus éloignée dans le temps, c'est la scène du taxi. En fait c'est le moment où Javier, le héros, ainsi que son antagoniste Sergio prennent littéralement les armes, ils assument complètement leur rôle de clown, ils sont déguisés en clown en permanence, et ils vont se foutre sur la gueule et faire une espèce de mini-guerre civile, à part que deux hommes qui se battent comme deux coqs pour les faveurs de la belle. Exactement. Et donc ils se retrouvent en pleine rue, Natalia, et entre les deux hommes qui se tiennent en joue. C'est ça, on a une illustration très typique de la chose, on a Javier à gauche, Sergio à droite, Natalia au milieu, et entre les deux, son cœur balance, bien sûr. On a tout le conflit qui est résumé là, puisque chacun des deux dit à Natalia, c'est moi que tu veux, ce dont elle a besoin, c'est ci, c'est ça. Donc les deux assument tour à tour, à chaque réplique, assument le rôle de sauveur ou de persécuteur en fonction de l'argument qu'ils utilisent. Natalia, elle a besoin de ci, elle a envie de ça, elle n'a pas besoin de toi, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est l'effacement de la victime au profit de ses émotions personnelles. Voilà, et ce triangle est assez utile parce que du coup c'est une base qui est quand même hyper solide, qui est prouvée en fait, qu'on connaît sans mettre les mots dessus, c'est quelque chose dont on est familier. C'est ça, on est sur une version très, très classique de la narration, on est presque sur de la tragédie grecque, hein. Enfin, fondamentalement c'est un homme qui rencontre une femme et la femme est déjà prise, enfin, c'est un schéma narratif qu'on connaît par cœur, et il y a même le destin qui est évoqué plusieurs fois dans le film, donc ça nous sert d'une base solide qui est commune en plus, qui est commune à beaucoup de gens, et qui du coup permet au film de prendre des libertés et de faire un petit peu n'importe quoi, avec toute la bienveillance du monde, hein, mais qui lui permet de faire un petit peu n'importe quoi. Et en plus de ça, en tant que spectateur, on est guidé vers un climax où on sent bien l'escalade de la violence, la prise des armes, etc. Donc on sent bien que petit à petit, on se dirige vers un final un peu grand guignolesque qui va partir dans tous les sens pour faire éclater ce triangle, puisque la situation est de plus en plus tendue. Absolument. Et maintenant qu'on a posé un petit peu ça, le plus intéressant là-dedans, à mon avis, une fois qu'on a établi en fait la fonction des trois personnages, quand on considère la radicalité avec laquelle De la Iglesia traite son sujet, en fait, avec le recul, c'est normal que je l'ai trouvé moi aussi instable et aussi étouffant presque dans sa générosité. C'est un film qui est tellement agressif, il est agressif même quand il est drôle, qu'on n'a pas trop le temps de dessiner ce schéma, ou même de le deviner quand on découvre le film pour la première fois. D'autant que Balada Triste, en plus de ça, brouille les pistes dès qu'on essaye de le ranger dans une case, ou plutôt dans un genre précis. Oui, complètement. En fait, c'est très Alex de la Iglesia, ça. Justement, je parlais d'Action Mutante un petit peu plus tôt, donc son premier film. C'est un film qui nous raconte l'histoire d'un groupe révolutionnaire avec des marginaux, des gens physiquement disgracieux, qui sont donc en rébellion contre un système politique qui valorise le beau. Et donc le groupe révolutionnaire va prendre action et décide d'enlever la fille d'un riche industriel. Et avec cette histoire-là, on passe quand même par le western, on passe par un huis clos de l'espace, on a toujours un côté comédie qui est très très présent. Donc on a un côté un peu bazar dans le film, mais qui ne profite pas du triangle de Karpman, qui ne profite pas d'une espèce de robustesse narrative. Et du coup, Action Mutante fait beaucoup plus chaotique que Balada Triste. Voilà, Balada Triste, en fait, avec ce triangle, il parvient à pas perdre le point de vue sur son contexte historique. Exactement.
Et donc, le mélange des genres de Balade attristée, pour être plus précis, on trouve plusieurs choses. Donc, évidemment, le film de guerre. C'est ça. On a donc la séquence d'introduction pendant la guerre civile espagnole, donc entre 36 et 39, où le père du héros, dans son costume de clown, est enrôlé par des républicains et s'en va massacrer des franquistes à coups de machette. Voilà. Qui est quand même un sacré argument pour donner envie de... Voilà, si vous n'avez pas envie de voir le film après ça, on ne peut plus rien faire. Oui, et puis c'est une séquence qui est très stylisée, avec des ralentis, c'est épique en fait, hein, tout simplement. Complètement. Autre genre, le drame social, qui s'exprime autrement, du coup. Oui, bah, en fait, on a déjà tout le tissu historique de la Révolution et de la période franquiste, mais aussi le monde du cirque, qui va servir de microcosme, de petite bulle de société pour nous montrer toutes les difficultés du milieu et surtout l'instabilité sociale et politique du pays. Ouais. Et à ce drame social se rajoute un drame amoureux. Donc c'est ce qui forme le plus gros morceau de la deuxième moitié du film, on peut dire. Donc c'est un drame dont le moteur sont la jalousie, la rancœur et la haine, lorsqu'éclate véritablement la jalousie des deux hommes pour Natalia. Complètement. Et alors plus spécifique, tu mentionnais le film de traque, de survie en tout cas. Oui, qui est un genre que j'aime beaucoup, puisque après la fête foraine, après l'hôpital, on a une confrontation qui est extrêmement violente entre les deux clowns. Et Javier vraiment éclate littéralement la tête du personnage de Sergio, pardon. Sur ce, il est traqué par la police. Voilà, et il prend la fuite vers une direction la forêt. Et on le retrouve complètement nu, perdu dans la forêt, à se nourrir de restes. Donc il y a un retour à quelque chose de très primitif, ce qui est typiquement le film de survie. Et même un peu après ça, il se fait même capturer par un général. Par un officiel franquiste, un officiel. Qui n'est même pas au courant de l'affaire, mais qui le traite littéralement comme un animal et qui s'en sert comme chien pour la chasse à courre. Exactement. Et par-dessus tout ça, se rajoute un dernier genre, le film d'horreur, et précisément donc le body horror. Donc c'est l'horreur dans son aspect le plus physique, avec altération et destruction du corps. Les exemples les plus parlants, ou au moins les plus connus, étant The Thing et La Mouche. Dans Balade attristée, ce sous-genre, il ressort dans le visage abîmé des deux hommes, vu qu'ils sont déjà battus. Et en fait, leur visage ne va cesser d'être déformé et mutilé au fur et à mesure que la haine mutuelle s'accroît. Mais donc, tu me disais que la différence entre Action mutante et Balade attristée, c'est qu'avec ce fameux triangle, il y a une forme de cohésion. Exactement. C'est vraiment utiliser les outils les plus classiques de la narration pour se permettre une liberté sans commune mesure en fait. Oui, mais ça se ressent d'ailleurs. De la Iglesia déclarait à l'époque, c'est une comédie, mais pas vraiment. Le long métrage est teinté d'humour. En même temps, c'est une histoire d'amour. Mais en vérité, je pense que c'est surtout un film d'horreur. Bref, tout cela est très confus pour moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la note d'intention de Balade attristée, elle est bien visible à l'écran. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose de vraiment de surface. Au contraire, ça vient habiter les cadrages, les couleurs, absolument tout. Quand on est dans la partie un petit peu plus romance et histoire d'amour, on est sur une palette de couleurs très chaude. On a un petit halo de flou qui est très traditionnel des films de romance un peu clichés. Et à l'inverse... Lorsque Javier, en fait, aperçoit Natalia la première fois, oui. elle est nimbée d'un incroyable halo lumineux, c'est une véritable apparition. Oui, bien sûr, avec des couleurs très chaudes, il y a du rouge, couleur de la passion classique. Voilà, on est sur quelque chose d'assez... le coup de foudre est assez évident. Et à l'inverse, si on prend les scènes de track, là, on passe sur des échelles de gris, des verts très ternes. Donc voilà, on switch. Si on mettait ces deux images côte à côte, on aurait l'impression qu'on serait dans deux films complètement différents en fait. Oui, et puis en termes de cadrage, ça se ressent aussi. Je trouve que Balade attristée, c'est un film qui n'a aucun mal à passer d'une scène d'affrontement chaotique, comme on peut le voir au début lorsque le père en tenue de clown affronte les franquistes, à des cadres extrêmement amples et qui forment presque des ruptures de ton en fait au milieu d'un film aussi bouillonnant. Alors on précise que le chef opérateur de Balade attristée, c'est le grand Kiko de la Rica, qui avait éclairé pour Alex de la Iglesia Mes chers voisins, puis Crime à Oxford, son premier film en langue anglaise. Et plus tard, donc un an ou deux après Balade attristée, il éclaira aussi le superbe Blancanieves, une relecture de Blanche-Neige superbe qu'on aime, film beaucoup, un film muet en noir et blanc.
Chose importante, c'est que le metteur en scène a écrit ce film-là, Balade attristée, tout seul, sans son complice habituel, Jorge Gilca-Echevarria, ce qui explique peut-être le côté un peu agité de Balade attristée. Alors, il n'y a pas eu de dispute entre le réalisateur et son scénariste, c'est juste que le scénariste était pris par l'écriture d'un thriller carcéral, Cellule 211. De plus, le scénariste a dit, très explicitement à Alex de la Iglesia, « C'est ton histoire, c'est toi qui devrais la raconter ». Alors c'est un film qui a été tourné, pour parler un peu des coulisses, vers Valence et au studio Ciudad de la Cruz pour à peine 6 ou 7 millions d'euros, ce qui est quand même démentiel quand on voit le, résultat à l'écran. Une économie de moyens incroyable. C'est fou. Alors il a nécessité ensuite 2 mois de post-prod et pour 600 plans d'effets visuels. Les efforts sont payants vu que le film a remporté le Lion d'Argent au Festival de Venise. Alors autre citation de Alex de la Iglesia, c'est un film très en colère, Balade attristée, donc je tiens à employer les mots du réalisateur pour dire comment il s'explique d'un film pareil. C'est un film généré par ma propre colère, par toute la souffrance que j'ai accumulée par le passé et par tous les changements qui ont eu lieu dans mon pays. Ce n'est jamais une bonne chose de faire un film sur la colère, mais j'avais besoin de sortir ce film de mes tripes. J'avais besoin de retranscrire cette colère pour les autres. L'année 1973 est très symbolique pour moi, elle représente ma prise de conscience. C'est cette année-là que j'ai réalisé que je vivais un putain de cauchemar. J'ai pris conscience des actes de terrorisme qui avaient lieu juste en bas de chez moi. J'ai pris conscience de ce qu'était l'ETA, et j'ai compris que mon pays était déchiré. Certaines personnes voulaient refaire la guerre civile, et d'autres ne voulaient pas agir. C'était un véritable cirque, d'où l'analogie utilisée dans Balade attristée. Mais je vais être honnête, je ne crois pas avoir fait une œuvre suicidaire pour autant. Le long-métrage n'a pas été un flop total à sa sortie en Espagne, même s'il n'a pas très bien marché. Ce n'est pas très grave, car j'estime que c'est mon meilleur film, mais j'étais absolument persuadé que ce serait un énorme succès, car je pensais que la plupart de mes compatriotes étaient sur la même longueur d'onde que moi. Fin de citation. Ma foi, 10 ans après, est-ce qu'on peut confirmer que c'est bien son meilleur film ? Pour moi, en tout cas, c'est un de ses meilleurs. Il y a un reproche que je lui fais, et je pense qu'on tourne un petit peu autour depuis le début, c'est qu'il y en a peut-être un peu trop, parfois. La charge politique du film est évidente, elle est sensible dès le début, par exemple. Et quand je dis dès le début, c'est vraiment les toutes premières secondes, puisque sur les écrans titres des logos de société, de production, les financeurs publics et privés, on a sur le plan sonore, on a des rires d'enfants, des rires moqueurs, qui donc tout de suite attaquent les institutions. C'est amusant, moi j'ai pas fait attention, mais c'est vrai que ça peut être vu complètement comme déjà un discours ironique. Connaissant de la Iglesia. Surtout qu'on commence sur un sketch de cirque derrière, donc on se rend bien compte que c'est vraiment des rires d'enfants moqueurs, quoi. Alors c'est évident que c'est un film qui est en colère, on l'a déjà dit, il est en colère contre l'administration de son pays, il est en colère contre son histoire, et même contre les relations toxiques qui en découlent. Et à ce sujet, encore une citation, mais qui me semble là aussi utile. Alex de la Iglesia racontait que, en Espagne, tout le monde a un passif un peu trouble dans sa famille, un grand-père ou un oncle qui a fait la guerre ou qui a connu la guerre, et cela pèse comme une chape de plomb sur toutes les relations sociales et familiales qui se sont tissées sur cette base. Les démons de la guerre civile et du franquisme n'ont pas été exorcisés en Espagne, notre passé est plein de remords. La torture et la douleur sont toujours présentes dans le cœur des Espagnols, d'une manière ou d'une autre, et mon sentiment, à propos de ce passé que nous partageons tous, est que nous sommes victimes d'une agressivité et d'une souffrance dont nous ne sommes pas responsables. Avec Balade attristée, j'ai voulu faire une sorte d'exorcisme douloureux, mais drôle, ironique et plein d'humour noir, pour enterrer ce malaise une bonne fois pour toutes. Toute cette colère, une fois encore, elle est présente, mais... Oui, et on la partage, très sincèrement. Moi, les écrans titres, je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a tout un tas d'autres moments où la colère symbolique ou physique est partagée. Mais il y a des fois... on va dire, qu'il y a un petit peu trop de répétition de cette colère, de ces symboles même. Tu penses à une scène en particulier, me semble, oui, sur l'insistance. En gros, si on revient sur le passage un peu film de traque, film de survie, on a 3 séquences qui s'enchaînent. Donc, comme on vous disait, le moment où il prend la fuite et il est nu. Javier, le héros, qui après son séjour à l'hôpital, après avoir tabassé son rival, part dans la forêt, se retrouve à poil et traqué par la police. Exactement. La séquence qui suit juste après, où il est rattrapé par le général ou l'officiel, et où donc on le considère comme un animal, puisqu'il fait le chien de chasse, quoi. Et juste après cette séquence, on en a une 3e où il est enfermé dans une espèce de remise
Et c'est le moment où il va avoir une révélation quasi divine. Et il va reprendre son costume de clown. C'est le moment où les mutilations vont commencer à arriver. Et ces 3 séquences, elles, pour moi, disent un petit peu la même chose, à savoir, c'est une forme de renaissance, un retour à quelque chose d'essentiel. D'abord la nature, ensuite l'animal, et ensuite la révélation spirituelle, on va dire. Du coup, on a 3 fois symboliquement un personnage qui va devoir renaître, revenir à quelque chose d'essentiel. Mais quand ça arrive 3 fois d'affilée, au bout d'un moment, vers quoi il tend ? Est-ce que c'est un révolutionnaire ? Est-ce que c'est un inspiré religieux, quelqu'un qui a une révélation ? Est-ce que c'est un homme qui est retourné à l'état animal ? On ne sait plus trop. Il y a de la colère, mais il y a beaucoup de répétitions. Voilà, ces 3 scènes qui sont pertinentes, mais qui, mises bout à bout, voilà, dans ce montage-là, peuvent amener à une forme d'indigestion. C'est ça, tout est pertinent, chaque élément fait sens. Mais voilà, au bout d'un moment, il y en a beaucoup à décortiquer, à enlever et à prendre en compte. La précision savoureuse, c'est qu'au milieu de tout ça, symbole sur le symbole, Javier, réduit à l'état de chien par l'officiel franquiste, reçoit la visite de Franco. Il le mord, en fait, donc il lui croque la main. Voilà, ça c'est un geste, symboliquement, c'est quelque chose de très très fort. Et encore une fois, ça marche quand on l'évoque tous les deux. C'est hilarant. Voilà, c'est hilarant, ça nous a marqué. Mais c'est vrai que c'est pris au milieu de tout ça, quoi. Il y a une urgence de dire les choses, mais cette catharsis, aussi payante soit-elle, ça mène à des excès qui t'ont rendu le film un petit peu brouillon. Oui, en fait, moi il me fait l'impression d'un premier film. Il y a un peu tout, il y a pas de limite, on teste tout, on met tout dans le film. Et c'est quand même une sacrée performance, parce que le film est fait après 18 ans de carrière. Alors réussir à faire un film qui ressemble à un premier film, qui a la même énergie, le même chaos qu'un premier film, après 18 ans, c'est quand même une perf. Je suis plutôt d'accord avec toi, c'est un film qui a la rage et l'envie d'en découdre d'un premier film de cinéma. Ce qui explique aussi la confusion dont parle de Iglesia, et du coup, ce petit côté trop plein que tu as pu ressentir. Mais c'est, en tout cas, pour moi, c'est couplé à une conscience quand même aiguë de ce que le metteur en scène raconte. Alors ça se sent, ne serait-ce qu'en termes de budget. Moi, j'hallucine réellement, une fois encore, que le film ait coûté à peine 6 ou 7 millions, alors que son précédent film, le très sobre Crime à Oxford, en coûtait 8. Alors je cite encore une fois le réalisateur, mais il disait, côté tournage, « Je suis parvenu à faire balade attristée en éreintant toute l'équipe. Les gens tombaient raides pendant le tournage. Nous filmions en moyenne 18 à 20 plans par jour, et je répétais directement avec les acteurs pendant que nous tournions. » Et le film est d'autant plus habité, je pense, parce que Balade attristée traite, en plus des victimes du franquisme, le thème de la mort du père. Or, Alex de la Iglesia, comme Javier dans le film, a perdu son père très jeune. Le père d'Alex de la Iglesia était très lié à Blas de Otelo, qui est un des principaux représentants de la poésie dite sociale dans les années de l'immédiate après-guerre civile. Le père d'Alex de la Iglesia, est mort quand il avait à peine 12 ans. Il a fait une crise cardiaque pendant que lui, Alex et sa maman regardaient un feuilleton. L'infarctus a malheureusement été fatal, vu que l'ambulance a mis 3/4 d'heure à arriver. Ce souvenir personnel, en plus du passé lié à la guerre civile, en plus du franquisme, ajoute à la dimension cathartique du récit. Pour moi, c'est un film qui est extrémiste, mais au sens où les émotions qu'il véhicule sont sans demi-mesure. Quand le film est triste à mourir, et quand il est beau à pleurer. Pour mesurer la nécessité qu'a eu le metteur en scène de sortir un tel film de ses tripes, comme il dit, il faut aussi rappeler que les clowns du film croisent la route, si on peut dire, de l'assassinat à la bombe de Luis Carrero Blanco, un des officiels donc, de Franco, dont la voiture a réellement explosé le 20 décembre 1973, année où se déroule Balade attristée. Alors de mémoire, tu me diras si je me trompe, c'est pas un événement sur lequel la narration s'appesantit. Non, pas tellement. On a un extrait pas d'interview, mais de reportage télé, où justement on a cette espèce de morceau historique qui nous tombe un petit peu dessus, et en même temps les personnages évoquent un clown présent sur la scène, on sait pas trop ce qu'il foutait. Enfin, oui, il s'en sert encore une fois pour une charge pamphlétaire, bien sûr, mais aussi voilà, pour la petite dose d'humour toujours du clown qui traînait sur les lieux, quoi. Je rebondis rapidement sur le triangle de Karpman dont tu parlais en début de podcast. Il y a autre chose, à mon sens, qui aide à comprendre le fonctionnement de Balade attristée. C'est la notion de chœur, ou chorus en latin, le terme qui désigne dans les tragédies grecques la quinzaine de personnes qui, sur scène, chantent d'une seule voix pour donner de l'ampleur, de la force aux situations dramatiques vécues par les personnages centraux. Alex de la Iglesia dit lui-même que dans Balade attristée, il y a un chœur autour de 3 personnages. Donc c'est vous dire si le film a été pensé comme un geste très très puissant, comme une tragédie bizarre, dont l'environnement vient exacerber en permanence les émotions des personnages.
Ouais, complètement. On peut aussi, rapidement, tant que j'y pense, on peut aussi penser aux classiques des classiques quand il s'agit des films de cirque. C'est bien sûr Freaks, de Todd Browning. Qui parlait aussi d'une rivalité amoureuse. Hein. Voilà, il y a vraiment des parallèles évidents entre les deux. Et il y a le même ton acerbe, il y a les mêmes relations, il y a beaucoup d'inspiration. Et en même temps, il y a une liberté qui est prise par rapport au film qui est quand même dingue, surtout dans son contenu historique, on va dire, et politique. C'est certain. C'est un film un peu bancal, mais ça reste un petit chef-d'œuvre en ce qui me concerne, un Balles d'attristé, quoi. Je sais pas si c'était sur la même ligne que moi, mais... Je suis complètement d'accord. C'est vraiment... Le film n'est certes pas parfait, mais d'un autre côté, un film parfait pour parler de ça aurait pas été ce qu'il fallait faire. Il fallait un film chaotique comme celui-ci, et le film est vraiment réussi en ce sens-là, quoi. Ouais, qui est audacieux et entier. C'est quelque chose qu'on aime, qu'on aime beaucoup. Tout à fait. Autre déclaration d'Alex de la Iglesia, il disait « Je ne voudrais pas que mes films deviennent des effets de mode. Je déteste les modes et je serais très mal à l'aise si j'en créais une. » Pour boucler la boucle, cette peur de créer une mode rappelle, pour ceux qui l'ont vu, l'épilogue du Crime Farpé, où il était déjà question de clown. Alex de la Iglesia décrit Balade attristée comme un film violent, désagréable, agressif. Il dit que c'est un monde absurde et exagéré qui a pourtant existé à un moment précis de notre histoire. C'est, là encore, François, difficile pour nous d'aller contre cette note d'intention vu le résultat à l'écran. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, le film propose une fiction historique qui, pour le coup, a vraiment intérêt à être une fiction puisqu'elle permet plein de choses, et en même temps, le tissu même à partir duquel il est composé est vraiment ancré dans son histoire, donc c'est une réussite. Ouais, vraiment, je crois que c'est une des fictions hystériques pas hystérique, mais un petit peu, une des fictions historiques les plus originales qu'on a jamais vues, je crois. Je suis d'accord. Et ma foi, je crois qu'on a fait le tour. C'est un film qu'on recommande chaudement à voir ou à revoir, parce qu'il a pas d'équivalent en plus, un Balade attristée depuis sa sortie. Hein, ah non, c'est sûr que non, foncez le voir. Intéressez-vous à Alex de la Iglesia aussi, hein, de manière générale. Il y a beaucoup de choses à voir qui sont très cool et très originales. L'Infini Détail, c'est aussi un site internet, infinidétail.com. Vous pouvez retrouver nos articles et entretiens. Nous avons également édité un magazine papier. Il reste de rares exemplaires à la librairie Ombre et Lumière, la section cinéma de Ombre Blanche à Toulouse, qu'on salue très chaleureusement. Et enfin, si vous souhaitez nous soutenir, nous avons ouvert un compte Tipeee, qui est très facile à trouver. C'est tipeee, tip3e.com/infinidétail tout attaché. Et tout geste sera le bienvenu. Vous pouvez nous soutenir à partir de 1 € pour qu'on continue cette belle aventure. Merci beaucoup François. Merci à toi, merci de ton invitation. J'espère qu'on aura l'occasion de faire une revanche très bientôt. C'est très probable. Merci à tous, à bientôt.